Dans le cadre de la formation à distance pour le module SEI du semestre 2, nous vous proposons une introduction au filtrage numérique dans ce sous-chapitre 2.3. Alors, après une rapide présentation du principe d'un traitement numérique et l'étude d'un exemple basique, nous partirons à la découverte de la transformée en Z, qui sera un outil mathématique essentiel pour l'étude des filtres numériques. Depuis le début de ce chapitre 2, la figure représentant une chaîne de TNS est toujours présente, et nous allons cette fois-ci nous intéresser à la partie centrale, c'est-à-dire le traitement numérique. Les échantillons de l'entrée X de T sont prélevés avec un intervalle régulier correspondant à la période d'échantillonnage TE, et ils correspondent à la valeur de X pour T est égal à NTE, avec N qui s'incrémente au fur et à mesure. Pour simplifier l'écriture, on appellera alors cet échantillon X de N. On se place ici dans une hypothèse où le traitement numérique doit être effectué en temps réel, c'est-à-dire que pour tout nouvel échantillon en entrée X de N correspond un nouvel échantillon en sortie Y de N. Nous allons voir dans ce chapitre des traitements numériques qui sont plutôt simples, où l'on utilise de simples équations de récurrence, comme l'exemple qui est proposé ici sur cette diapo. Alors on voit que l'échantillon de sortie YN est le résultat d'un calcul prenant en compte l'échantillon présent sur l'entrée XN, mais aussi les deux échantillons passés, X de N-1 et Y de N-1, ainsi que des coefficients B0, B1, A1. Cela nécessite donc de stocker en mémoire les échantillons pour pouvoir les utiliser dans les calculs. À chaque période d'échantillonnage, il revient donc de recommencer le calcul, ce qui fait que l'implantation d'un traitement numérique peut être vue comme une boucle déclenchée à chaque nouvelle période d'échantillonnage. Nous aurons l'occasion de voir cette implantation pratique dans un petit microcontrôleur à l'occasion d'une prochaine pastille SEI, mais on peut déjà en donner le principe très rapidement à l'appui de cette figure. Donc, passé l'étape d'initialisation, on va rentrer dans une boucle où l'on effectue l'acquisition du nouvel échantillon X de N, on calcule ensuite l'échantillon Y de N, que l'on peut restituer sur la sortie. Avant de recommencer le cycle, il est indispensable de stocker en mémoire les échantillons X de N et Y de N qui deviendront au prochain coup les échantillons X de N-1 et Yn-1. C'est cette opération que l'on appelle décalage. On attend donc le top pour une nouvelle période d'échantillonnage TE pour pouvoir recommencer le cycle. Ce processus est d'ailleurs souvent généré à partir d'une interruption timer. La conséquence, c'est que le processus acquisition-calcul-décalage ne doit en aucun cas dépasser la période d'échantillonnage TE. Dans les processeurs dédiés avec une puissance de calcul importante, cela ne pose pas de souci. Mais dans un petit microcontrôleur, il conviendra de regarder ce paramètre, cette durée de calcul. Si l'on s'intéresse au filtrage numérique après avoir parlé de filtrage analogique jusqu'à présent, c'est que celui-ci présente énormément d'intérêt. Il permet en effet une grande souplesse dans le réglage en ne changeant par exemple que des coefficients dans les calculs. En analogique, les solutions de réglage sont beaucoup plus délicates à mettre en place. On peut aussi obtenir des réalisations très précises, facilement reproductibles, sans dérive, contrairement à l'utilisation de composants du style résistance condensateur, donc le manque de précision et la dépendance à des facteurs externes comme la température ou l'humidité entraînent inévitablement des dérives. Enfin, on va pouvoir implanter des réalisations de filtres d'ordre très élevé ou des calculs complexes dont l'équivalent n'est pas forcément possible dans le domaine analogique. Alors, évidemment, toutes ces belles promesses ne sont pas sans quelques contraintes. Nous avons vu dans les chapitres précédents le critère concernant le choix de la fréquence d'échantillonnage, qu'il convient d'ailleurs de relier au choix des cibles qui vont effectuer le traitement. On peut retrouver des FPGA, des processeurs dédiés, que l'on appelle DSP, Digital Signal Processor, mais aussi de simples petits microcontrôleurs.
Enfin, comme ces traitements travaillent souvent dans des chaînes complètes avec acquisition et restitution, eh bien, il convient aussi de choisir la résolution des convertisseurs. Afin d'analyser et illustrer le fonctionnement d'un premier filtre numérique, on vous propose l'exemple suivant qui consiste à effectuer la valeur moyenne de deux échantillons successifs. Alors pour effectuer le calcul, il faut donc stocker en permanence l'échantillon précédent et effectuer le décalage pour la nouvelle période d'échantillonnage à venir, comme le montre le tableau proposé. Lorsqu'on veut caractériser un filtre, on peut dans un premier temps procéder à un test qui consiste à injecter sur l'entrée un échelon et observer la sortie. C'est ce que l'on appelle la réponse indicielle. À l'origine, l'entrée X est nulle, et à partir de t égale à TE, l'entrée X passe subitement à 1. Lorsqu'on effectue le calcul de la sortie, on obtient le tracé suivant dans lequel on remarque que la sortie rejoint l'entrée, mais ne passe pas instantanément de 0 à 1 comme l'entrée. On peut déjà affirmer que ce simple filtre est plutôt de nature passe-bas, car on retrouve en sortie la tension continue que l'on avait appliquée en entrée. Mais ce test est bien trop basique pour déterminer la fréquence de coupure de ce filtre. Et donc, comme dans le cas de l'étude des filtres analogiques, eh bien, nous allons appliquer sur l'entrée de ce traitement numérique un signal sinusoïdal, mais échantillonné ici. On définit dans un premier temps un signal sinusoïdal de pulsation ωa et d'amplitude x0. Le signal échantillonné correspond donc à x pour t est égal à nte. Lorsque l'on calcule y de n, on utilise donc x de n et x de n-1. Et l'on trouve alors les deux termes sinus oméga a nte et sinus oméga n-1 te. On remarque que nous avons la somme de deux sinus, et l'on va utiliser la relation trigonométrique sin A plus sin B qui est rappelée ici. Une fois le calcul et les simplifications faites, que je vous invite à refaire sur un petit bout de papier, on se retrouve avec une expression de yn qui, au premier abord, n'est pas forcément simple. Mais en fait, tout est une histoire d'écriture et de présentation, comme nous allons le voir dans la prochaine diapo. En injectant le signal sinusoïdal sur l'entrée d'un traitement numérique, on souhaite en fait retrouver ce que l'on a déjà utilisé pour la caractérisation des filtres analogiques. En effet, si l'on applique un signal sinusoïdal de pulsation oméga A en entrée d'un filtre linéaire, on retrouve en sortie un signal sinusoïdal de même pulsation. Par contre, son amplitude va être le produit de l'amplitude d'entrée x0 fois le module de la fonction de transfert de ce filtre à la pulsation oméga A. Le signal sinusoïdal sera aussi déphasé d'une quantité qui correspond à ce que l'on appelle l'argument de la fonction de transfert. Donc, dans le domaine analogique, on utilise donc des fonctions de transfert complexes qui admettent un module et un argument dont l'utilité, évidemment, ne fait aucun doute à la lecture de l'expression y de t. Dans le cas du traitement numérique, on retrouve finalement cette même démarche. On retrouve aussi un signal sinusoïdal en sortie de type sinus oméga a n te, et l'on voit bien que l'amplitude de ce signal d'entrée est multipliée ici par un facteur cosinus de oméga a te sur 2. Ce terme, eh bien, c'est le module de la fonction de transfert équivalente du filtre numérique et qui est représenté en bleu sur le graphique suivant. En effet, si l'on trace ce module en fonction de la fréquence FA et que l'on fait évoluer FA entre 0 et F sur 2, puisque l'on doit respecter le critère de Shannon, on retrouve bien un filtre de nature passe-bas, et l'on peut même déterminer la fréquence de coupure à F sur 4, parce que ce module prend la valeur 0,707 qui correspond au fameux moins 3 dB. On peut bien évidemment tracer aussi le déphasage et constater ici que l'on obtient une caractéristique parfaitement linéaire.
Puisque l'on a défini un module et un argument, eh bien, comment définit-on la fonction de transfert numérique? Eh bien, c'est l'intérêt d'un nouvel outil mathématique que l'on va présenter maintenant. Ce fameux outil, le couteau suisse du traitement numérique du signal, c'est la transformer en Z. Alors on va voir ici le minimum qu'il convient de connaître, mais vous aurez l'occasion d'étudier plus longuement dans vos cours de maths cette transformée, mais généralement un petit peu plus tard. Alors on va commencer par présenter la propriété principale de cette transformée autour du théorème du retard. Si l'on associe à l'entrée x de n la transformée en z grand X de z, alors à x de n-1 correspondra la transformée en z grand X de z fois z-1. Si le retard cette fois-ci, c'est x de n-m, alors la multiplication, ça sera z à la puissance moins m fois grand X de z. À partir de là, on peut donc transformer l'équation de récurrence et établir une fonction de transfert en z en appliquant cette transformée en z à chaque élément de l'équation. On obtient donc pour le traitement numérique considéré une fonction de transfert f de z, qui est le rapport entre y de z et x de z, et qui est égal donc à 1 plus z-1, le tout divisé par 2. Alors l'autre point important à connaître sur la transformée en z, c'est son équivalence avec la quantité j oméga que l'on retrouve dans les fonctions de transfert complexes que l'on utilise maintenant depuis bien longtemps. En effet, z, c'est exponentielle de j oméga te. Et plus précisément, z-1, c'est exponentielle de moins j oméga te. On va donc pouvoir passer de la fonction de transfert en z à une fonction de transfert f de j oméga que l'on obtient très facilement ici. Alors cette fonction de transfert qui est complexe, elle admet un module que l'on peut bien évidemment calculer. Alors vous avez le détail de ce calcul sur le diaporama, que je ne vais pas commenter ici, mais on retrouve au final la même expression que celle que nous avions trouvée initialement. Alors on peut se dire qu'en termes de calcul, il n'y a pas de réelle simplification, mais l'utilisation de cette transformée en z nous permet d'obtenir directement la fonction de transfert complexe, et le calcul du module sera toujours possible. Dans le cas que l'on avait étudié tout à l'heure, il fallait utiliser des astuces sur des combinaisons de sinus pour faire apparaître l'expression du module. Ici, le module, on l'obtiendra évidemment tout le temps. Alors, lorsque l'on aura des fonctions de transfert un peu plus complexes, on utilisera des outils logiciels qui sont à notre disposition, et notamment Scilab. Scilab, c'est un logiciel gratuit que nous utiliserons prochainement pour l'étude des fonctions de traitement numérique du signal. Alors, on peut l'installer sur tous les systèmes d'exploitation, et je reviendrai sur son utilisation à l'occasion de prochaines pastilles de cours SEI. Mais vous pouvez dès à présent l'installer sur vos ordinateurs en vous rendant sur le site scilab.org. Pour terminer cette présentation centrée sur les filtres numériques, nous allons essentiellement rencontrer deux types de structures pour la réalisation de filtres. Le filtre numérique non récursif, qui n'utilise que les échantillons d'entrée présents et passés pour établir la sortie, et par opposition, les filtres numériques récursifs qui utilisent les échantillons de l'entrée présent et passé, ainsi que les échantillons de la sortie passée pour pouvoir établir la nouvelle sortie. On appelle aussi ces filtres en fonction du type de la réponse impulsionnelle. Alors, c'est quoi une réponse impulsionnelle? C'est tout simplement la réponse du filtre à une impulsion en entrée, où l'échantillon x de n va prendre la valeur 1 une seule fois, puis 0 tout le reste du temps. Alors, dans le cas des filtres non récursifs, la réponse impulsionnelle va prendre la valeur 0 au bout d'un certain temps, puisqu'il n'y aura plus d'entrée x de n, toutes les entrées x de n moins seront évidemment nulles, et donc la sortie tendra vers 0. On appelle ces filtres les filtres FIR pour Finite Impulse Response. Alors que dans le cas des filtres récursifs,
cette réponse impulsionnelle, eh bien, elle va exister tout le temps, parce que la valeur de sortie va évoluer au fur et à mesure, puisqu'on utilise en permanence les échantillons de la sortie passée. Et donc, ce type de filtre porte le nom de filtre IIR, où le premier I correspond à infini. Dans les semaines à venir, nous allons très souvent rencontrer des filtres IIR, parce qu'ils permettent de réaliser des filtres relativement efficaces avec peu de calcul. D'ailleurs, lorsque l'on veut mettre en évidence le nombre d'opérations de type produit, somme et décalage, on représente ces structures sous la forme de schéma bloc, comme le montre la figure suivante. Il faut donc bien maîtriser le passage d'une fonction de transfert en Z à une équation de récurrence et vice-versa. Et je vous propose donc maintenant d'effectuer quelques petits exercices pour mettre en application les concepts proposés à travers cette présentation. Merci pour votre attention.